parole à Adrienne à partir de maintenant pour, on va dire, 15-20 minutes. Et ensuite, on fait un point sur vos questions. Eh bien, bonjour à tous. Je vous remercie d'être si nombreux. J'espère que je vais vraiment pouvoir répondre à toutes vos attentes. Comme l'a introduit Olivier, donc je suis salarié de Combray Durable.
ceux qui ne nous connaissent pas. Je suis arrivée fraîchement début janvier. Donc ça fait 3-4 mois que je suis chez Combraille et que je commence à petit à petit connaître les projets photovoltaïques, notamment les étapes. Voilà, donc aujourd'hui, on va surtout parler de la démarche de Combraille Durable. Ça reste un témoignage, on va dire un modèle parmi tant d'autres. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc Combraille Durable, aujourd'hui, c'est une société coopérative d'intérêt collectif. On a commencé nos activités en 2008 avec des débuts en association, avec le montage d'un projet sur une commune du Puy-de-Dôme qui s'appelle Loubera, dans lequel j'ai aussi mes locaux. Et depuis 2010, donc on est SIC et on a finalement aujourd'hui environ 15 centrales sur uniquement des bâtiments publics. Donc c'est des écoles, des salles des fêtes, des hangars techniques, uniquement dans les Combrailles. Alors je vous expliquerai un peu pour quelle est finalement la typologie des projets qu'on a. On est donc 15 centrales, c'est à peu près 309 kW installés aujourd'hui. Et en termes de nombre, on est sur environ 250 coopérateurs, dont 16 bénévoles actifs, organisés en 3 équipes. Une équipe de production qui s'occupe de toute la partie exploitation, une équipe animation, communication, et une équipe de prospection dont je fais partie, et Isabelle Gardère également, qui est notre directrice générale, qui est à mes côtés aujourd'hui, qui pourra me souffler les réponses si je sèche à vos questions. Donc une salariée, moi-même, et 4 communes aussi qui sont parmi nos coopérateurs, dont celle de Loubera qui a été très impliquée dans notre tout premier projet sur l'école. Demain, Combraille, qu'est-ce que c'est? Voilà, depuis mon arrivée, on envisage vraiment une montée en puissance, en compétences. On envisage d'aller sur des projets de plus grande envergure, notamment du projet au sol, sur lequel je suis déjà en prospection, et déjà des projets en développement, et peut-être de l'éolien également d'ici peu. Et donc je vous disais, nos cas centrales aujourd'hui, c'est uniquement du bâtiment public. Pour quelles raisons? Alors je vous l'expliquerai ensuite. Et on s'ouvre petit à petit à du bâtiment privé. Alors j'ai un petit souci avec mon fléchage slide. Voilà. Alors qu'est-ce qu'un projet solaire? Qu'est-ce qu'un projet solaire chez Combraille Durable? À nouveau, je veux bien je veux porter votre attention sur le fait on a un modèle économique parmi tant d'autres. Je vous invite, si vous êtes en train de construire votre projet, votre structure avec des citoyens ou des collectivités, à faire le tour des structures existantes, que ce soit les centrales villageoises, éoliennes en Pays-de-Vilaine, il y en a plein d'autres. De notre côté, donc on est sur des projets, je vous le disais, inférieurs à 100 kW, c'est notre plus grande installation, sur un mécanisme de tarif d'achat, ce qui nous permet de... Voilà, il y a beaucoup de simplicité et de visibilité grâce à ça. Ça rassure les banques d'être en tarif d'achat et ça nous demande assez peu de frais finalement comparé à creux appel d'offres. Situé sur des bâtiments publics, jusqu'à aujourd'hui, principalement pour des raisons d'animation du territoire. Alors qu'on est sur une école, on va dire que les citoyens sont un peu plus concernés que si c'était sur le toit du voisin. Donc voilà, on est parti là-dessus. En plus, je trouve que ça a un rayonnement un peu plus important et pour la mobilisation, ça a tout de suite plus d'impact. Ces projets-là, c'est uniquement dans les Combrailles aujourd'hui, ce qui nous permet d'être légitimes. On parle ici d'ancrage local. Et notre modèle économique est assez simple. On part sur 10 à 20% de fonds propres, avec une part les parts de nos coopérateurs, mais également des fonds d'investissement citoyen, tels qu'Énergie Partagée, des cigales, Garrigue, et puis les collectivités qui sont également invitées lorsqu'on va sur leur commune installer du panneau, à venir prendre des parts dans la coopérative. Et le reste, donc c'est de la dette. Donc on va chercher la banque, et aujourd'hui, pour la petite anecdote, on est avec le Crédit Agricole. On aimerait aller vers des banques
plus green, on va dire la nef et le crédit coopératif. Mais aujourd'hui, on a des difficultés à les solliciter là-dessus, puisqu'elles ont moins d'expérience que le crédit agricole, qui a été beaucoup plus réactif à nos demandes, je pense qu'ils ont connu beaucoup ça dès les premiers débuts, notamment en aidant les personnes dans le milieu agricole à monter leurs projets. Et aujourd'hui, notre modèle nous permet de réinvestir nos bénéfices, donc de ne pas rémunérer les parts, mais on fait le choix de réinvestir à 100% la totalité de nos bénéfices. Donc aujourd'hui, sur ces petits projets, la conclusion qu'on a actuellement, ça fait, je pense, peut-être 1 an maintenant, on remarque petit à petit, au vu des baisses de tarifs tous les trimestres, qu'en dehors des installations autour de 9 kg, en dessous de 9 kg sur la gamme 3 à 9, on a des difficultés sur les installations autour de 36, de 9 à 36, à trouver leur rentabilité malgré la mise à disposition gratuite des collectivités et la non-rémunération du capital, dont l'objectif d'aller sur du projet plus important, notamment du projet au sol, avec des appels d'offres ou de l'éolien. Voilà, sur les petits projets, on remarque que c'est de plus en plus difficile, à part sur les petites 9 kg. Donc des fois, là, sur les différents projets qu'on a pu développer trimestre dernier, soit on arrive à avoir une subvention, puisque pour votre information, la région Rhône-Alpes a lancé un appel à projet sur des installations supérieures à 9. Donc ça peut être intéressant. Si on arrive à toucher cette subvention, on pourra probablement pas monter ces projets entre 9 et 36. Voilà. Donc je vais commencer le vif du sujet. Ça va aller très vite. Je m'excuse, ça va être voilà, il y aura plein de choses tout d'un coup. Je pense que la deuxième partie sera peut-être un peu plus intéressante parce que beaucoup plus pratique. Là, on va rester dans le théorique et je pense que il va y avoir beaucoup d'informations. Donc c'est les étapes d'un projet telles que nous on les fait chez Combraille, avec 4 grandes phases. Une première phase d'opportunité qui dure à peu près 1 mois ou 2. On l'a fait en interne, donc à chaque fois je vous ai mis entre parenthèses gratuit. Pourquoi gratuit? Parce qu'au final c'est du temps passé et c'est pas de la prestation. Globalement sur ces projets inférieurs à 100 kW, on ne paye pas un prestataire pour réaliser des étapes. Donc c'est du travail et c'est du travail salarié. Ou bénévole avant que j'arrive. Donc c'était gratuit. Ça prenait un peu plus de temps, mais c'était gratuit. Donc la phase d'opportunité, plusieurs étapes. Un premier étage de repérage de site. Vous allez remarquer que telle école, tel bâtiment peut être intéressant en termes d'orientation et d'inclinaison, et de surface bien sûr. Ensuite, vous allez prévoir une rencontre avec les propriétaires. Aujourd'hui, donc nos propriétaires, c'est les communes, afin de leur présenter le projet, de nous présenter, de les rassurer. En général, il y a beaucoup de questions. Alors, les questions récurrentes, ça va être le recyclage du panneau. C'est une grande question, un peu une frayeur de la part des communes. Donc, on va les rassurer en leur disant que nos installations sont classées D3E, comme leur électroménager, et que on a PV Cycle qui s'occupe de la collecte et du traitement derrière. Donc cette première rencontre, je vous disais cette question du recyclage, d'autres questions qui peuvent être récurrentes, les surcoûts d'assurance par exemple. Alors c'est soit très léger ces surcoûts, soit il me semble que nous on dit que ce surcoût c'est nous qui le prenons avec notre assurance. Et puis la troisième chose, ça peut être en termes d'incendie, voilà, des questions de thématique feu sur lesquelles il faut les rassurer et trouver les arguments. Cette première étape, c'est pour avoir un accord de principe. Ça ne va pas être quelque chose d'écrit, mais plutôt d'oral. Voilà, ils vont vous donner le feu vert pour vous dire allez-y, on vous laisse étudier la question, puis revenez vers nous, dites-nous ce qu'on peut faire sur nos toits. Et après, on ira plus vers l'écrit, mais à ce moment-là, c'est plus de l'oral. Donc la première étape, on va dire technique, ça va être de la collecte d'informations.
Donc je vous disais orientation, inclinaison, mesure, et puis également pas mal de photos qu'on vous demandera également pour la demande de raccordement ERDF. Et à ce titre, je vous ai préparé, c'est quelque chose que moi aussi j'utilise, mais un modèle justement pour vous permettre sur site de venir avec votre checklist et de dire ça j'ai fait, j'ai la bonne photo, j'ai la bonne photo du branchement, la photo du compteur. Ça évite de revenir 2-3 fois sur le même site parce qu'on a oublié telle ou telle photo. Donc voilà, ça permet d'être au point là-dessus assez rapidement. Ensuite, évaluer les risques. Finalement, sur des projets sur toiture, ils sont assez peu nombreux. Ça peut être au niveau de l'architecture, si par exemple on est dans un périmètre d'un bâtiment classé, des contraintes liées au PLU, souvent c'est plutôt au niveau de l'esthétisme. Et puis, administrativement, quels sont les risques? En général, c'est assez limité. Ça va être si votre bâtiment, alors c'est vraiment notre cas, notre bâtiment il est souvent sur des établissements recevant du public, des ERP. Tout de suite, ça veut dire un surface supplémentaire pour avoir l'autorisation de modifier un bâtiment. En général, c'est pas nous qui devons le faire, c'est la commune. Mais voilà, des petites communes, des fois, peuvent oublier de faire les démarches qu'il faut. Ensuite, la dernière étape de cette phase d'opportunité, ce qui va nous permettre de dire ok on y va, non on n'y va pas, c'est le calcul de prédimensionnement. Et là on n'a rien inventé, on a tout piqué sur le web. Ce sont deux outils que vous connaissez peut-être déjà. Un outil technique qui s'appelle Texol et un outil économique qui s'appelle Calsol. Voilà, ces feuilles de calcul, ça se fait très rapidement. En une demi-heure, vous avez fait vos calculs techniques et économiques. Vous avez ainsi donc c'est assez simpliste, hein. C'est pour vous donner des ordres de grandeur sur où est-ce qu'on va en termes de taux de retour brut, taux de retour actualisé, ce genre de choses. Et en général, sur ces outils, on s'est rendu compte quand notre installateur par la suite fait une étude un peu plus détaillée, qu'on n'était pas très loin de la réalité, ou en tout cas des résultats de PV6 notamment, qui est un logiciel de calcul très pointu en photovoltaïque. Donc nous, pour tout dire, on n'a pas ce logiciel PV6, on n'utilise que Texol et Calsol. PV6, c'est notre installateur qui l'a en main et qui sait l'utiliser. Voilà, donc cette phase de prédimensionnement va vous permettre de dire bon le projet il est faisable, il n'est pas faisable, les chiffres vont vous parler. Ensuite, entre la phase de faisabilité qui est beaucoup plus ardue et plus longue, on est sur à peu près 8 mois de développement, sur lequel nous on a la chance de faire quasi du co-développement avec notre installateur. On est souvent en communication avec donc notre installateur TFB pour avancer sur le projet. Et encore une fois, c'est gratuit entre parenthèses puisque ça reste du temps de travail, mais on ne paye pas notre installateur per le devis, par exemple. Dans les premières étapes de cette étude de faisabilité, on a une deuxième rencontre prévue avec les propriétaires pour cette fois obtenir un accord de principe écrit. En général, c'est une délibération du conseil municipal. Pour leur faciliter la tâche, on a l'habitude de leur envoyer un modèle de délibération, ce qui leur permet sûrement d'être un peu plus rapide dans leur réponse. Voilà, ça peut leur donner un petit coup de main. Je verrai avec Énergie Partagée si on vous met également à disposition ce modèle, si besoin. Ensuite, la phase, à nouveau, si on rentre dans le technique, on prévoit une rencontre avec notre installateur, donc TFB sur site. Alors, aujourd'hui, on n'en a qu'un d'installateur, où on est entre guillemets un petit peu marié avec lui. Il a fait quasi toutes nos installations, ce qui nous permet de travailler en bonne entente, d'installer une confiance. Et à part sur les gros projets, finalement, on ne fait jamais de comparaison avec d'autres installateurs. On l'a fait au départ, on a vu qu'il s'en sortait plutôt bien en termes de tarifs et de qualité de service, donc on est parti avec lui et sur les 15 centrales, il me semble qu'il y en a 12
faite avec lui. Donc cette visite sur site, ça va nous permettre d'établir, va lui permettre d'établir un devis. En général, on lui demande, bon, ça dépend les projets, mais on lui demande souvent de nous en faire plusieurs, avec différentes gammes de panneaux, par exemple, pour pouvoir comparer au niveau économique, qu'est-ce que peut donner une 9, qu'est-ce que peut donner une 36 s'il y a la place, avec des fois des surcoûts liés au matériel. Donc on a des fois 2 ou 3 devis différents pour la même installation. Ensuite, le montage juridique. Alors, parmi ces étapes, il y a peut-être des choses qui se font en parallèle. Je ne détaille pas trop le planning ici. Dans le montage juridique, alors c'est fonction du propriétaire, bien sûr, mais nous, sur nos bâtiments publics, on fonctionne avec une convention d'occupation temporaire, ce qui est un contrat finalement assez simple, qui nous lie avec la commune sur 20 ans, ici sans rémunération. Voilà. À nouveau, si nécessaire, je peux mettre à disposition. Je sais que le site d'énergie partagée met en place ou propose de mettre à disposition des modèles, donc je transmettrai la convention. Dans les démarches administratives, je reviendrai, je vais faire un zoom justement tout à l'heure sur ces démarches. Vous avez 3 grandes démarches, surtout 2. La démarche d'urbanisme et la démarche de raccordement. Alors, il est en gros justement parce que c'est l'élément clé de votre projet, ça va être de sécuriser votre tarif d'achat. Et donc cette étape de demande de raccordement, je vais vous montrer tout à l'heure, c'est pas si compliqué, mais ça va vous permettre de fixer votre tarif et voilà, de sécuriser donc votre modèle économique aussi. Le montage financier, je vous l'ai dit, donc c'est de la part coopérative et de la banque. Nous, on remarque que la banque, sur ces petits projets, il n'y a pas de souci. On est en contrat sur 20 ans avec EDF. On est facilement suivi par cette banque. À part même sur les gros projets, finalement, on a fait... tout à l'heure, je vous ai dit qu'on avait uniquement des petits projets. On a monté un projet pour un appel d'offres. Et puis finalement, ça s'est pas fait. Mais concernant le montage financier, ça a été très simple. C'est pas là où ça a coincé. Donc finalement, dès que vous trouvez le bon interlocuteur banquier, ça peut aller assez vite aussi. C'est pas là où on a un souci sur le PV. Le paiement des acomptes, donc ça va être le devis en général, nous c'est 1/6 du devis qui est payé à ce moment-là. Et ensuite la communication autour du projet, on va commencer à dire voilà, on est en train d'étudier tel projet. Notre communication passe surtout par de la promotion sur notre blog. Voilà, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'aller faire un tour sur notre site. On fait la promotion, en tout cas on indique qu'on a tel projet en étude sur les communes. Dès lors que c'est déjà bien avancé, qu'on a un écrit de la commune. Dans la phase d'opportunité, on ne va pas encore faire de communication. Voilà, ça c'est les 2 premières étapes. J'ai Isabelle qui intervient, attendez. D'accord. Elle me fait rajouter une petite information sur le montage financier. Elle me conseille, enfin elle vous conseille d'aller voir la banque très tôt pour faire connaissance et après le jour où vous aurez un projet à monter. Voilà, tout simplement, aller rencontrer les gens le plus rapidement possible. La troisième phase qui vient après donc l'étude de faisabilité, c'est la phase de construction. À nouveau, je parle de co-développement ou de co-construction avec notre installateur, avec
un gros travail de suivi de planning au niveau de la réalisation, que ce soit les travaux annexes réalisés par ERDF, que les travaux réalisés par votre installateur. Donc de temps en temps, aller voir sur chantier, lui serrer la pince, lui poser quelques questions pour voir si tout se passe bien. Voilà, ça demande un petit peu de temps, mais ça permet de bien suivre son projet, et d'être au courant de toutes les démarches qui sont en cours. Ensuite, vous avez, alors, dès lors qu'il y a la réalisation finalement qui est faite, que les panneaux ont été posés, vous avez des rendez-vous qui sont prévus avec des organismes de certification, notamment pour la conformité électrique avec le Consuel. En général, notre installateur prend contact avec les organismes pour organiser les rendez-vous. On n'est pas l'interlocuteur, on pourrait l'être, mais on a fait le choix de lui laisser la main là-dessus puisqu'il connaît le chantier et qu'il a l'habitude de gérer ça. La, on va dire la visite de fin de chantier, donc ça arrive, dire un chantier pour ces petites installations, ça va durer de 2 semaines à 1 mois en fonction des conditions météo. Et ensuite, alors on le fait pas encore très bien de notre côté, mais on vous conseille d'aller faire un petit état des lieux et d'éventuellement venir avec une checklist sur le site pour voir si tout se passe bien, si les installations sont aux normes. Alors ça peut ne pas être la compétence de bénévoles tels que nous. On a la chance de bénévoles d'avoir des gens qui ont l'habitude de travailler dans le milieu électrique et de faire en plus de la vérification d'installation photovoltaïque. Donc on est très chanceux et on a la chance du coup d'avoir une sorte de checklist pour voir si les conformités, s'il y a les conformités, et de faire éventuellement des recommandations ou préconisations à notre installateur s'il y a des choses qui nous chiffonnent un peu. Voilà. Je ne sais pas si tout le monde aurait les compétences pour faire ça. Ça demande un petit peu de temps. Et nous-mêmes, en fait, aujourd'hui, on l'a pas encore fait. C'est un truc qu'on est en train de mettre en place. Sur la construction, donc toujours il y a le paiement des sols, assez rapidement, et la communication à nouveau sur le projet, où là on met notamment une photo du chantier par exemple sur notre blog. Et la commune peut aussi nous demander et être assez demandeuse de communication, par exemple d'aller directement dans la commune et de faire une petite réunion de présentation du projet en cours. Alors, aujourd'hui, sur la communication, on vient souvent à la fin, finalement. On vient pas en amont du projet, parce qu'on est sur du petit projet, et c'est vrai que je pense qu'on aurait à gagner à mobiliser davantage les citoyens en amont. Aujourd'hui, on fait une réunion publique, mais lorsque le panneau est installé, tout est prêt, c'est plus une inauguration de l'installation que de la communication en amont, finalement. Et puis l'exploitation, c'est le plus long, c'est le plus compliqué. Isabelle a l'habitude de dire que les ennuis commencent quand l'installation est mise en service. Les emmerdes commencent même, si on veut être un peu moins poli. Ce qui demande d'être tous les jours sur le pont à vérifier que votre installation fonctionne bien. En général, on a les outils qu'il faut. On ait du monitoring sur place pour que depuis votre ordinateur, vous puissiez voir que tout se passe bien, que l'installation fonctionne. Et donc au quotidien, nous on relève, c'est mon travail du début de matinée, si tout se passe bien au niveau de l'installation, si c'est on, et s'il y a un souci, de passer un coup de fil à nos bénévoles pour aller voir sur place et faire du contrôle visuel. Voilà, relever éventuellement les erreurs. Souvent, alors récemment, ça a été beaucoup de problèmes de communication. C'est les boîtiers qui déconnent ou c'est comment dire le système entier de communication qui peut un peu être comment dire avoir des défauts. Ou sinon ça va être la grosse panne, mais dès lors que c'est la grosse panne, ce n'est pas nos bénévoles qui interviennent, c'est bien l'installateur avec qui on communique, mais qui intervient et qui prend contact avec la hotline du constructeur. Donc nos bénévoles finalement sont là uniquement pour du contrôle visuel, de la préconisation auprès de notre installateur, du diagnostic, mais
Bon, j'ai mis quand même petite intervention. Jusqu'à aujourd'hui, on faisait par exemple le réarmement en cas d'orage, la gestion de la végétation. Isabelle me disait encore tout à l'heure, pour exemple, aller enlever un nid d'oiseau qui est posé sur l'onduleur, parce qu'il fait chaud, il y a la ventilation. Sauf qu'un nid d'oiseau, tout de suite, sur la ventilation, ça veut dire il y aurait peut-être problématique de surchauffe et dysfonctionnement. Donc voilà, de temps en temps, aller faire un petit tour sur l'install pour voir qu'il n'y a pas de nid d'oiseaux, que tout se passe bien au niveau sur les panneaux, et s'il y a quelque chose, passer un petit coup de fil à notre installateur. C'est pour ça alors que je mets co-maintenance à nouveau, parce que ici on est quasi fait de la supervision d'exploitation et notre installateur intervient uniquement quand il y a une panne ou quand il y a un gros souci. Aujourd'hui, il intervient de manière un peu gratuite, mais je pense que ça, c'est très propre à Combraille. C'est-à-dire on est tellement en bonne entente avec notre installateur qu'on n'a pas aujourd'hui de contrat de maintenance, ce qui peut peut-être un peu choquer, surprendre. On est en train de formaliser ça, ce qui va nous demander de mettre un peu plus d'argent sur la table. Mais aujourd'hui, les interventions qu'il a pu faire se sont faites gratuitement. Voilà. Et toujours de la communication autour du projet en termes de production, soit sur notre blog, mais aussi avec des petits rapports de production annuels pour les communes je pense qu'ils sont assez contentes de voir que tout se passe bien sur leur toit. Voilà, je pense qu'on a fini la première étape, Olivier. Alors, je vais reprendre la main. Il y a eu plein de questions. Je vais essayer de les organiser et de te les grouper par thématique pour que tu puisses y répondre, toi et Isabelle. Alors, euh, des choses très simples. Est-ce que tu nous as dit que vous pourriez mettre à disposition, et je t'en remercie par avance, le modèle type de délibération que vous fournissez aux communes pour la mise à dispo des toitures, la convention de mise à disposition temporaire sur 20 ans, et j'ai plusieurs personnes qui me demandent si tu pourrais aussi communiquer les statuts de Combrailles Durable. Parce que dans les gens qui sont connectés, 60 personnes, bravo à tout le monde là maintenant, il y a pas mal de porteurs de projets qui en sont au début et qui vont, dans les premières étapes, créer une association et ils sont preneurs de divers statuts pour pouvoir faire une lecture croisée et puis rédiger les leurs. Alors, sauf erreur de ma part, Isabelle me contredira s'il y a un souci, mais a priori, nos statuts sont disponibles sur notre blog. D'accord. Est-ce que ce serait possible, et ça répondra aussi à pas mal de demandes, que dans la rubrique conversation, pendant que je liste les autres questions, tu inscrives l'adresse de votre blog. Alors oui, je peux faire ça. Donc pour Comme tout je le suis monde, pas sur mon ordinateur, ouais. Mais on tombe tout de suite dessus, hein, très bien répertorié sur Google. Combré du voilà, tout le rap monde, n'existe pas trop si ailleurs, Adrienne apparemment. n'inscrit pas, vous pouvez noter que vous tapez Combrailles Durable dans Google et vous tomberez sur leur blog. Euh, a priori, vous trouvez les statuts sur ce blog-là. Alors, ensuite, Et euh, ajoute, oui, oui, j'avais quelque chose à tu ajouter. Isabelle me dit, donc d'accord. les statuts que vous pourrez trouver sur c'est nos statuts SIC. Les statuts association ne sont pas disponibles sur notre site parce que Isabelle me dit qu'ils sont tout pourris. Voilà. Enfin, ça n'avait pas grand intérêt, je pense, à ce qu'on voulait transmettre. Il y a uniquement donc les statuts SIC sur notre blog. Et je vous donne le lien tout de Très suite. bien. Voilà, il y en a Il un a qui été était plus noté. rapide que moi. Et moi, je vous mets directement le lien qui vous met sur documents et compte rendu. Et documents et compte rendu, il y a les statuts dedans. Alors,
Je vais répondre moi à deux questions qui nous intéressent directement. Tu disais que sur les projets que vous avez pilotés, pour l'instant, vous avez fait le choix que l'ensemble des bénéfices dégagés soient réinvestis. Et plusieurs personnes ont posé la question, du coup, est-ce que Énergie Partagée intervient dans ce type de projet si l'ensemble des bénéfices ne sont pas redistribués mais réaffectés à d'autres projets? Alors, une réponse globale et générale, c'est que dans chaque projet, il peut y avoir ce qu'on appelle des rémunérations différenciées entre les différents actionnaires. Ça, c'est dans les statuts ou dans le pacte d'actionnaires de la société qui s'est défini. Ce qui veut dire que certains actionnaires peuvent percevoir une rémunération et d'autres peuvent décider de ne pas la percevoir. Dans le cas de Combraille Durable, je ne me souviens pas exactement des projets, mais il me semble pas que Énergie Partagée soit intervenu au capital, mais vous me corrigerez Isabelle et Adrienne si je me trompe. Mais voilà, tout ça pour dire que le pacte d'actionnaires peut définir qui est rémunéré et comment. Et on peut très bien avoir des projets avec une partie des actionnaires qui sont rémunérés et d'autres qui choisissent de ne pas percevoir cette rémunération et de la bloquer pour le réinvestissement. Mais en tout cas, une reprécision pour ce qui est d'énergie partagée, si nous intervenons dans des projets, nous demandons une rémunération puisque énergie partagée doit servir une rémunération aux personnes qui ont confié de l'argent via leurs actions au fond. Voilà, cette précision étant faite, est-ce que, donc de mémoire, est-ce que Énergie Partagée a participé au capital des projets de Combraille Durable? Alors, Isabelle est en train de m'écrire ça au tableau. A priori, EPI et Garrigue sont sur notre cabis. Sont au capital, pardon. Euh, Et donc, à ce EPI titre-là, autour de 5 000 € et Garrigue autour de 4 000 €. Donc, a d'accord, donc priori, des vous petits êtes rentré montants. au capital. Mais vous avez également une rémunération qui se fait par compte courant d'associés avec 45 000 € pour énergie partagée en compte courant d'associés et 25 000 € pour Garrigue. D'accord. Comptes courants d'associés qui sont une autre forme de capital moins dur, mais qui sont, par contre, qui ont une obligation de remboursement. Mais là, on rentre dans des Ils sont considérations rémunérés. financières sur lesquelles on va pas s'étaler là tout de suite. Mais voilà, Énergie Partagée, dès le moment où il participe dans des projets, exige une rémunération des projets puisque c'est son fonctionnement propre qui serait remis en cause autrement. Alors, je continue dans les questions. Est-ce que c'est une question générale? Est-ce que vous aviez constaté des grosses variations de production sur les différentes années entre ce que vous aviez attendu et ce qui s'est avéré? Des variations, oui, mais plutôt positives, avec en général des installations qui surproduisent par rapport aux prévisions PV6. D'accord. Alors, Euh, Isabelle est aussi en train de m'écrire quelque chose au tableau. Je m'excuse pour ces contretemps. Euh, oui, à l'année, finalement, à l'année, on est assez stable. Pour une année, en fait, le photovoltaïque, sur un mois à l'autre, d'une année à l'autre, par mois, il est assez fluctuant. Oui, mais sur une année, il est assez stable. Et je crois que c'était pas tout à fait la question. C'était plus, est-ce qu'on a remarqué des grosses baisses de production ou des augmentations par rapport aux prévisions PV6? C'était plutôt ça la question, non? ouais, c'est ça. D'accord. Et, et- Alors, oui, donc une petite pause, s'il vous plaît, pendant qu'on fait cette série de questions-réponses. Abstenez-vous de poser d'autres questions parce que je ne pourrai pas les prendre en compte et elles vont disparaître de l'écran au fur et à mesure que vous allez les mettre. Gardez-les pour après. Euh, il y avait une question sur des projets inférieurs à 9 kg, donc des petites toitures. Quelle était la grandeur de l'investissement? Alors, j'imagine qu'on peut exprimer ça en euros par kilowatt crête ou en euros par watt crête. Est-ce que vous avez une espèce de, 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 voilà, de grandeur d'ordre pour ce qui vous concerne? Alors, on est autour, il me semble, de 20 à 25 000 € pour une 9 kilos. Et donc au Watt Crête, alors quand je dis 20 000 €, c'est avec le raccordement inclus. Il y a 2 000 € de raccordement à peu près sur des installations de 9 kilos. On a rarement des surprises
sur le coût de raccordement. Voilà, 20 000 euros à peu près. Il faut le ramener, voilà, 20 000 euros divisé par 9. Je crois qu'on est autour de 2, quelque chose, 2,2, 2,3 euros du Euros kilowattheure. du watt fret? Oui. D'accord. 20 000 euros, en tout cas, je suis sûre de moi, 20 000 euros, dont 2 000 euros de raccordement. Mhm. Ok. Euh, Est-ce que Texol et Calsol sont gratuits? Oui, oui, c'est totalement gratuit. Et la prise en main se fait assez bien. Assez simple. Et du coup, on les trouve assez facilement en tapant Texol ou Calsol dans Google, par exemple. Oui, 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 très facilement. CalSol, c'est un outil réalisé par l'INES. Donc, si vous tapez sur Google, tapez CalSol INES. INES, c'est l'Institut national de l'énergie solaire, il me semble. Très bien. Deux questions en une. Dans ta présentation en slide 6, tu parles de 25 ans. Qu'est-ce que ça veut dire 25 ans alors que normalement c'est un tarif garanti pendant 20 ans? Et question concomitante, qu'est-ce qui se passe après 20 ans pour vos installations? Alors, oui, j'ai vu passer une question sur notre convention. Sur notre convention d'occupation temporaire, on est bien sur 20 ans. Mais aujourd'hui, on sait bien. Alors, j'ai mis plus de 25 ans parce que, voilà, on sait, au niveau du retour d'expérience, qu'une installation peut durer plus de 20 ans, peut aller au-delà du contrat EDF. Donc D'ac- après 20 ans, soit on prolonge notre convention d'occupation temporaire avec la commune. Alors sur quel tarif? De l'autoconso, a priori. Et puis on se dit finalement que si on trouve pas le tarif qu'il faut, on va pas. Enfin voilà, après ça sera une entente avec la mairie de se dire le toit, même si les panneaux ils produisent mais ils payent, enfin comment dire, il n'y a pas de facture, on va laisser l'installation en état, sauf si la commune nous demande vraiment à ce qu'on remette en état le toit tel qu'il était avant. D'accord. Donc ça peut être soit continuer à exploiter ces installations, soit est-ce que vous avez évoqué par exemple le fait que la commune devienne propriétaire de facto et que donc vous lui reversiez les contrats après 20 ans, ce qui est le cas d'autres projets par exemple. C'est le cas en effet. Il y a cette possibilité dans notre convention, donc soit de prolonger la convention avec nous en propriétaire, soit de leur céder l'installation. Ok. Euh, Alors, la remise en état, Isabelle me dit que j'ai dit une bêtise. A priori, elle n'est pas possible. Financièrement, c'est pas envisageable. Donc en fait, on laissera les panneaux installés, même s'il y a une casse, on laissera les panneaux. alors, il y a plusieurs personnes qui ont demandé, qui posent des questions autour de la mise à disposition des toitures par les collectivités. Oui. Euh, euh, Quels sont les arguments que vous utilisez pour que, ils soient d'accord pour une mise à disposition gratuite? Euh, Globalement, c'est beaucoup d'images auprès de leurs concitoyens. Donc c'est des gens alors qui sont pas forcément tout le temps investis dans ces démarches citoyennes ou environnementales, mais qui vont être sensibles à ce qu'on leur propose voilà, un moyen de communication sur les projets qu'ils sont en train de faire. Donc voilà, une image positive d'implication sur de l'énergie citoyenne et renouvelable. Ensuite, les possibilités, excusez-moi, sur un bâtiment d'améliorer la performance énergétique d'un bâtiment lorsqu'on installe du PV. On passe, par exemple, sur une de nos installs, il semble qu'on passait d'une classe E, donc c'est une notation énergétique, D, à A. Voilà, donc c'est aussi un Un petit argument. avantage. Je sais pas si c'était D'accord. clair. Est-ce que ça parle à tout le monde, ces performances, ces notations énergétiques? C'est souvent ce qu'on voit. Il y a obligation, par exemple, des propriétaires d'un appartement de montrer que votre bâtiment il est A, D, E. Et là, l'installation de panneaux permet de passer
sur notre cas de D à A. Donc ça peut être un argument. Ensuite, ça peut être aussi une réponse, une action concrète qui répond à leur projet d'agenda 21. Projet d'agenda 21 où ils ont pu inscrire le souhait de participer à la transition énergétique et puis derrière pas forcément trouver les actions concrètes pour répondre à cet agenda. Et nous, on vient trouver une solution très rapide pour répondre à ça. Ok. J'ai mes Je anti-sièges reviens. qui s'écrivent petit à petit. Ouais, ouais. Euh, voilà, et puis souvent, je vais peut-être Vas-y. rajouter un petit truc, souvent les communes, même si elles ont l'envie de se lancer et d'investir, elles ont peut-être les sous, mais derrière, elles n'ont pas forcément le temps euh, pour, euh, pour exploiter et pour être derrière l'installation, comme je vous le disais, ça peut prendre beaucoup de temps. Et la première année, la commune va suivre, et puis petit à petit, sur le fil du temps, ils vont pas regarder. Par exemple, on était hier à la Maison de l'Habitat, donc c'est l'agence locale de l'énergie sur Clermont, sur lequel il y a une installation photovoltaïque, il me semble mise en place par le département. Et ben on est arrivé, l'installation marchait pas et ça faisait déjà des années qu'elle marchait pas. Voilà, donc en fait, bon, là encore on peut se dire que c'est pour faire tout beau, c'est pour de l'image, mais je pense que c'est aussi un souci d'exploitation sur la durée. Ok, alors, je reprécise à tout le monde, merci de ne pas poser de questions pendant cette période de questions-réponses parce que c'est pas possible pour moi, je suis pas schizophrène, de à la fois lire vos questions et d'être plongé dans les questions que j'ai notées, sinon on s'en sort pas. Juste, il faudrait revenir en arrière, le coût de 20 à 25 000 euros pour un 9 kW crête, est-ce que c'est des chiffres qui datent de quand et est-ce que ça inclut la TVA? Alors, c'est bien 20 000 euros. Et tout à l'heure, je disais 25 000, on est plus autour de 20 000 euros et c'est hors taxe. D'accord. Et ce chiffre, il date il y a quelques semaines, un mois, là, c'est nos chiffres actuels. Ok. Ça vous paraît beaucoup ou pas beaucoup? Alors, je continue dans les questions et on s'accorde encore 5 minutes sur ces questions pour que ensuite tu reprennes la suite de ta présentation. Et je suis désolé par avance pour tout le monde, mais on pourra pas bien évidemment répondre à toutes les questions de tout le monde puisqu'on est sur un temps limité. Quelqu'un a évoqué quels étaient, selon vous, les freins à la rentabilité pour les petits projets. Et est-ce que du coup, vous avez une stratégie de grouper, de développer plusieurs petits projets de manière concomitante pour, par exemple, sur la partie emprunt bancaire, pouvoir négocier des meilleurs taux ou avec votre installateur, pouvoir négocier des meilleurs tarifs? Alors, je vais commencer par la fin. Oui, dans l'habitude, on monte une salve de petits projets. Donc, en général, on va voir notre banquier et notre installateur avec, par exemple, là, le trimestre dernier, on était sur une dizaine de projets, ce qui nous permet de faire un achat groupé, enfin, de permettre à notre installateur de faire un achat groupé et de nous permettre des tarifs intéressants. Et de même pour notre banquier, je pense que c'est intéressant de venir avec des surfaces financières plus importantes que 20 000 euros. Voilà, donc je sais plus sur combien on était là, sur les 10 projets, on était autour de 200 000 250 000 euros en totalité. Et la question de... J'ai oublié la Les question. freins, du coup, les Quelles freins sont les à la contraintes? Oui, qu'est-ce qui rentabilité. peut faire que ça peut être plus cher? ERDF. Alors souvent sur les 9 kilos, on n'a pas souvent, on n'a pas trop le souci, enfin la surprise d'avoir un surcoût par rapport à ces 2000 euros que je vous disais tout à l'heure. Des fois, on peut passer au-dessus, 5000. Pour une 36 kilos, par exemple, on a l'habitude sur 5000 euros de raccordement et récemment, on nous a sorti un chiffrage à 14 000. Voilà, donc le coût du raccordement peut faire la différence et faire qu'un projet ne va pas sortir. Et Est-ce du coup, quand vous allez faire vos demandes de raccordement, faites l'effort d'essayer d'aller dans la limite haute du tarif.
C'est-à-dire la gamme de puissance 3 à 9, monter une 4, une 5, ça n'a pas trop de sens. Faut aller à 9. Sur la 9 36, faut aller à 36. Vous aurez Donc quasi le même coût du raccordement pour une 4 que pour une 9, en fait. d'accord, ça veut dire que dans la sélection de toitures, mieux vaut privilégier des grandes toitures qui permettent de potentialiser le maximum dans une Ben, classe de soit puissance. 60 mètres carrés pour une 9, soit pour une 36, 250 mètres carrés. Très bien. Et puis pour une 100 kg, 650 mètres carrés. Ok. Est-ce qu'à votre avis, ce tarif de raccordement RDF est négociable puisque vous partiez par exemple sur une 36 à 5 000 euros et que vous avez une mauvaise surprise à 14 000? Ou alors est-ce que RDF vous dit c'est un forfait, c'est à prendre ou à laisser? Et ben, on a l'habitude d'essayer quand même de négocier et d'envoyer notre installateur sur la visite du site, parce que en général sur des installs comme ça, ils demandent à ce qu'on vienne visiter le site avant d'établir le devis. Donc on va être là et notre installateur va essayer de négocier la position, la solution technique qui va bien pour réduire le coût. C'est pas toujours possible, mais on tente notre chance. Et ça marche? Est-ce que ça a marché beaucoup? Oui, ça a marché un petit peu. Attendez, alors j'ai une expérience qui arrive au tableau. Sur notre lycée, sur un lycée à Saint-Gervais, on est passé de 17 000 euros à 2 000 euros. Ah, ça valait le coup là. Ben voilà. Euh, Donc, à noter pour tout le monde, négocier avec le RDF, c'est possible, notamment si on a un installateur qu'on connaît bien et qui peut nous aider à déterminer les solutions techniques de raccordement pour éviter que RDF nous vende n'importe quoi. ouais. Euh, Ton installateur, il est en charge. Qui fait la maintenance? Tu disais que c'était gratuit, mais qui fait concrètement la maintenance? C'est-à-dire, si un onduleur pète, qui va le faire? C'est ton installateur ou c'est des C'est bénévoles que vous notre avez formés? installateur. C'est C'est l'installateur. l'installateur et finalement, alors tout à l'heure, je voyais une question où on était sur du à la carte finalement. C'est à peu près ça. C'est-à-dire si notre installateur pense que le surcoût est très important pour lui et que l'assurance par exemple ne prend pas en charge, ça dépend des onduleurs, mais par exemple sur les onduleurs, l'assurance, comment dire, la garantie du constructeur peut prendre en charge le déplacement et du coup l'installation du nouvel onduleur. Et si notre installateur voit des surcoûts trop importants, il nous fait passer un devis. Alors c'est vrai que pour l'instant, il est intervenu beaucoup de fois et on n'a pas vu beaucoup de devis. Mais on est en train, comme je vous disais, de formaliser cet aspect maintenance. On est à peu près, au vu des contrats que notre installateur propose, sur 200 à 300 euros par an par centrale pour une 9 kg et autour de 400 euros par an par centrale pour une 36 kg. Mais là-dessus, on reste sur de la maintenance préventive, c'est-à-dire c'est l'entretien, c'est comment dire, la visite d'entretien annuel. Aujourd'hui, la visite d'entretien annuel, notre installateur le fait gratuit. Très bien, c'est bien ça. Du coup, pour tout ce qui est suivi, monitoring, alors je vais te faire plusieurs questions en une. Le suivi monitoring, c'est quel système vous utilisez? Et du genre, la petite maintenance, aller réarmer un onduleur qui a sauté, est-ce que c'est vos bénévoles qui font ça? Alors au niveau du système de monitoring, je suis pas tout à fait au point. Euh, c'est le système de l'onduleur. Oui, c'est le système de l'onduleur. Donc par exemple sur SMA, on est sur c'est la Webbox, c'est ça? SolarLog, excusez-moi, SolarLog. Et sur ABB, on est sur Aurora. D'accord. Et c'est des systèmes que vous pouvez lire à distance via vos ordinateurs. Voilà. Et donc, si un onduleur Et saute, vous y avez accès, vous avez accès d'ailleurs aux plateformes. Alors c'est la plateforme avec les accès comment dire, publics, mais depuis notre site, je vous ai envoyé le lien tout à l'heure, vous avez accès, si vous voulez voir comment ça se présente une plateforme fournie par l'onduleur, vous avez accès à ces plateformes. d'accord. Et Il me donc, semble que si c'est un sur onduleur, le bas-côté, sur la colonne de gauche, centrale par ok. centrale. Ok.
Merci. Et si un onduleur saute, vous passez un coup de fil à un bénévole et c'est lui qui va le réarmer. Il est formé pour ça. Alors, oui, alors là-dessus, on est un peu revenu très récemment. C'est un sujet un peu, ça fait un peu débat en ce moment chez nous. Jusqu'à aujourd'hui, on faisait réarmer nos bénévoles aller sur site réarmés. Euh, le souci, c'est qu'il leur faut une habilitation dans le cadre de notre structure. Ils ont une habilitation dans leur cadre professionnel, mais pas dans le cadre Combraille Durable. Donc on est un peu hors la loi là-dessus. Mais sachant qu'ils sont compétents, on les a laissés faire. Voilà, ça reste très simple. Du réarmement, on les C'est invite une... quand même à aller sur place. D'accord. Donc c'est une solution un peu borderline, mais qui fonctionne. Voilà, ça fonctionne, mais c'est un peu limite au niveau de cette habilitation. Ok. Très vite, avant de passer, comme vous faites pas de maîtrise d'œuvre, qui porte la responsabilité s'il y a un problème? Il n'y a pas de problème. Euh, En fait, il n'y a pas d'AMO sur vos chantiers. non. Voilà, si ça se passe mal avec votre installateur ou autre, qui porte la responsabilité? Euh, c'est nous, on a une assurance MO. D'accord. On est avec la Maïf, pour l'anecdote. Alors il y aura un petit passage sur l'assurance après. Euh, voilà, parce que c'est un sujet aussi. Ok. Du coup, on va repasser à ta présentation. Je réponds juste à une petite question qui est arrivée de Rebecca. En quoi des panneaux permettent de passer un niveau de performance énergétique de D à A? Bah, c'est très simple, c'est le bilan énergétique de votre bâtiment, il est X. Parce qu'il consomme tant. Si vous rajoutez des panneaux, du coup, il produit, ça minore sa consommation et donc ça le fait monter de catégorie. Je repasse la parole à Adrienne pour la dernière partie de sa présentation sur justement, de manière concrète, quelques difficultés auxquelles Combraille Durable a eu à faire face au cours des différents projets. Et vous Voilà, donc, en vous effet, pourrez plein de petits reprendre. trucs pour vos démarches administratives qui nous aident bien au jour le jour. C'est vrai que l'expérience peut jouer. Alors, je vais commencer par la demande d'urbanisme. Alors moi aujourd'hui j'ai fait que des procédures de déclaration préalable, donc sur des bâtiments existants. Je vais vous parler donc de ça. Euh, voilà, déclaration préalable pour rappel, c'est du PV sur bâtiment existant. Et dès lors qu'on est sur du bâtiment à construire, on est en... Voilà. Donc la déclaration préalable, c'est assez simple. Voilà, il ne faut pas avoir peur de cette démarche. Euh, mais elle est importante. Pourquoi? Parce que vous avez besoin du récépissé de dépôt de cette déclaration préalable en mairie pour pouvoir faire votre demande de raccordement. Alors, je parle d'une demande de raccordement pour des installations inférieures à 36. Donc, le récépissé, dès que vous l'avez, en fait, vous allez en mairie, vous déposez votre déclaration préalable et vous fournissent un document en disant, en attestant que vous avez bien déposé le dossier, et c'est simplement ce petit récépissé qui vous permet de faire une demande de raccordement. Pour une fois, c'est assez simple. Les difficultés et solutions que vous pouvez avoir dans cette démarche, je vous disais, il ne faut pas avoir peur, c'est assez simple. Je vais vous montrer les annexes qui sont demandées. Je pense que vous allez peut-être vous dire qu'on fait ça à l'arrache. Voilà, ça se fait assez bien. Oui, on fait ça à l'arrache. Isabelle me confirme bien, c'est vrai, on fait ça à l'arrache, mais ça passe assez bien. Dans la déclaration préalable, on vous conseille d'être assez évasif sur la description de votre installation, notamment sur les puissances. Voilà, si jamais il y a une modification par la suite, si vous avez indiqué une puissance, ça sera un peu plus difficile de continuer sur une autre install, enfin sur une install d'une autre puissance. Si vous êtes resté assez évasif, si vous avez indiqué uniquement installation photovoltaïque sur le toit de l'école, sur à peu près telle surface, ça peut passer. Ça suffit à la commune pour faire la déclaration.
Quelque chose que vous pouvez faire, mais c'est vraiment si vous avez un temps très limité pour faire votre demande de raccordement, enfin vous êtes ric-rac niveau timing, vous pouvez déposer une déclaration préalable complètement vide. C'est-à-dire que vous ne mettez pas les annexes, vous écrivez quelques trucs dedans pour cacher un peu. Alors soit vous êtes mis d'accord avec la commune, enfin avec la mairie pour faire ça, soit vous leur dites tiens et vous priez pour que la secrétaire qui prend votre dossier ne feuillette pas le dossier en question. Je pense que le mieux c'est quand même de s'entendre avec la mairie en leur disant bien que on reviendra, que de toute façon c'est pour nous permettre de faire notre demande de raccordement, qu'on a un temps limité. Donc faire une DP vide, c'est possible. Les différentes contraintes que vous pouvez avoir en termes d'urbanisme, vous avez, quand vous êtes dans un périmètre de 3 km autour d'un aéroport, alors si votre installation est supérieure à 500 mètres carrés, vous avez besoin d'une autorisation supplémentaire délivrée par la DGAC ou le DGAC. Et voilà, il faut prévoir un délai d'instruction supplémentaire. Nous, pour la petite histoire, on va avoir une installation sur un lycée où on est dans ce contexte-là. Et en fait, on a tout simplement écrit une petite note. On a un bénévole qui est professeur de maths, il a fait de la géométrie et il nous a permis d'avoir notre autorisation. Donc c'est pareil, là, c'est peut-être quelque chose que je peux vous fournir si jamais vous êtes dans le souci dans ce périmètre-là. Une petite note explicative pour montrer que les panneaux photovoltaïques, alors ça dépend des cas, mais là dans notre cas, il n'y avait pas de problème de rayonnage sur possible. Comment? Éblouissement, oui, pas de problème d'éblouissement. La deuxième contrainte qu'on peut rencontrer, c'est lorsque votre installation est dans un périmètre de 500 mètres autour d'un bâtiment classé. À nouveau, donc les ABF, c'est pas toujours facile de négocier avec eux. On a eu plusieurs installs qui se sont cassés la gueule à cause d'un avis ABF négatif. Ah oui, ABF, donc c'est Architecte des Bâtiments de France. Et nos petites solutions, alors la plus drôle, c'est de proposer des dossiers pourris. C'est-à-dire que vous avez, par exemple, sur la même commune, deux installations qui sont vous voulez déposer deux, non, vous voulez en déposer une. Vous savez que qu'elle est dans un périmètre de 500 mètres. Et vous vous dites, bah, je vais en déposer une autre à côté, je sais qu'elle est aussi dans le périmètre. Et ça va permettre à la BF de se dire, bah voilà, j'ai un peu exercé mon autorité sur une installation, la deuxième, je vais l'accepter. Voilà. Alors ça a marché, ça a marché. Donc c'est vérifié. Vous pouvez tenter votre chance avec ça. Sinon, de manière un peu plus officielle, vous pouvez prendre des rendez-vous avec soit l'ABF et le maire sur site avant dépôt pour avoir des préconisations, ou sinon vous avez un service, donc c'est le CAUE dont j'ai plus le souvenir, enfin je sais plus l'explication des lettres, mais donc c'est une association dont la mission, qui a une mission en fait de service public pour vous faire des préconisations en termes d'architecture et faire la promotion architecturale du patrimoine, ce genre de choses, et c'est gratuit. Donc ils peuvent se mettre à votre disposition pour une rencontre avec le maire à nouveau et vous faire des préconisations en termes d'intégration. Il faut prévoir des délais un peu plus longs dès lors qu'on est dans un périmètre bâtiment classé, à peu près 6 mois. Et à nouveau, comme je vous le disais tout à l'heure, tout ça n'empêche pas de déposer une DP vide pour avoir l'attestation de dépôt et donc faire votre demande de raccordement et avoir le fameux tarif d'achat de RDF. C'est un peu la course, hein. Voilà, pour ce qui est des explications, je vais vous montrer quelques photos. Je galère avec ça. Alors, pour vous expliquer un peu tout ce qui est annexe, enfin la liste des annexes de la demande d'urbanisme, dans notre cas, il y en a souvent 5. Vous en aurez une supplémentaire lorsque vous êtes dans le périmètre d'un bâtiment classé, où il vous demande d'expliquer un peu l'équipement qui va être mis en place pour cette installation. Les plus récurrentes sinon, donc ça va être l'ADP1, c'est un plan de situation, vous le trouvez sur cadastre.gouv.
La DP4, ce qu'ils appellent plan des façades et des toitures, c'est un très simple croquis à la main, bon, avec une raie quand même, au crayon de papier pour montrer le bâtiment avec les mesures et l'intégration. Enfin, on va dessiner à peu près les panneaux dessus. Ou éventuellement, si votre installateur vous a déjà fourni un devis et du coup peut-être un plan sous AutoCAD, ou si vous vous débrouillez bien sur AutoCAD, de faire un croquis dessus. La DP5, c'est une représentation de l'aspect extérieur, c'est écrit comme ça. Pour nous, c'est un photomontage sur le logiciel GIMP, qui est un équivalent de Photoshop, et qui est gratuit, GIMP, je pense. Oui, Photoshop, je Oui. pense pas. Voilà. La DP6, c'est ce qu'ils appellent document graphique. Pour nous, on fournit une vue aérienne soit via Google Earth, soit Google Maps. Et ensuite, la DP7, c'est une photographie, donc c'est une photo depuis la rue, ou encore mieux, sans se déplacer, via Street View sur Google Maps. Voilà, donc au final, vous voyez, c'est assez simple. Ça prend quand même un petit peu de temps dès lors qu'on a 10 installs. Enfin, moi, je sais que j'ai passé beaucoup de temps à surtout imprimer. Il faut se prévoir quelques jours pour préparer le dossier parce qu'il vous le demande par exemple, la DP1, il vous la demande en 4 exemplaires ou même 7 exemplaires. Et c'est mieux d'appeler la commune avant pour savoir en combien d'exemplaires elle veut le dossier. Ça m'est arrivé d'aller sur place et de me rendre compte qu'en fait, la commune a besoin de deux autres ou d'un autre exemplaire. Voilà. Donc c'est mieux d'appeler la commune avant pour savoir exactement ce dont ils ont besoin. Et là, je vous montre les photos justement des DP en question. Donc la DP4, c'est le croquis. La DP5, c'est le photomontage sur GIMP. La DP6, c'est la vue aérienne sur Google Earth. Et la DP7, vous avez votre Street View. Là, je me suis même pas déplacée alors que, d'ailleurs, c'est une photo. Vous avez l'Oubera en cliché là justement, et l'installation sur lequel on avait un souci avec l'ABF, c'est justement le petit bâtiment qu'on voit à droite, qui est à côté d'un clocher, enfin d'une église classée. Et voilà, on a eu un souci notamment sur ce projet. On s'est fait retoquer au niveau de notre déclaration préalable. Mais ce qui tombait assez bien, je vous explique pourquoi. Alors, j'espère que je vais pas trop m'embrouiller. L'argument de l'ABF sur ce bâtiment, c'est que la toiture étant rouge, les panneaux font tache, parce qu'ils sont bleus, en général, sur une toiture rouge à côté d'une église. Voilà. On avait déjà eu le cas sur un autre bâtiment, mais on peut pas y faire grand chose finalement à cette couleur. Sauf que la commune a prévu de faire la rénovation de cette toiture. A priori, ça sera de l'ardoise, donc ça sera bleu. Et voilà, a priori, on pourra revoir la BF en lui disant, ben, vu que votre argument c'était la couleur, aujourd'hui les ardoises sont, enfin, demain la toiture sera bleue, vous aurez plus rien à nous dire pour euh, pour ne pas autoriser ce bâtiment. Ça sera assez simple d'aller le revoir. Il nous avait déjà fait le coup, oui. Il s'est encore fait avoir. Alors, j'en arrive au gros sujet, qui est la demande de raccordement ERDF, qui est l'étape, on va dire, la plus importante dans votre projet, qui va vous permettre donc de sécuriser votre tarif d'achat et de fixer votre modèle économique, parce que je vous disais qu'on peut parfois avoir des petits soucis sur le raccordement, et puis des fois on n'est pas sûr de son tarif. C'est la priorité. Et donc je vais vous parler des raccordements pour des installations inférieures à 36, parce que dès lors qu'on passe au-dessus, c'est un autre formulaire, on n'est plus considéré comme petit producteur, et il y a un peu plus de complexité technique, notamment on vous demande un schéma unifilaire. Enfin, on vous posera plus de questions sur l'installation en elle-même, alors que là, sur des inférieurs à 36, c'est assez simple. Mes conseils pour la demande de raccordement, c'est de prévoir du temps. Essayez de ne pas commencer à faire vos démarches de raccordement à 2-3 jours de la fin du trimestre. Essayez de prévoir 8 à 10 jours avant la limite de fin de dépôt, parce que ça vous permettra déjà d'être moins stressé. Et puis, si jamais il y a un souci,
alors c'est pas toujours le cas, mais ERDF pourra vous faire un petit mail en vous disant le dossier est incomplet. Et si on n'est pas, si le fin du trimestre n'est pas encore passé, ce qui vous permettra d'envoyer tout de suite le dossier et d'être sûr d'avoir le tarif. Le souci avec ça, c'est que des fois ERDF répond pas très rapidement aux mails et ils vont vous dire que votre dossier est complet après la fin du trimestre. On l'a eu plusieurs fois le cas. Mais bon, moi je vous conseille quand même parce que pour peu que vous ayez pas tous les éléments, les photos qui manquent, vous êtes en train de faire votre démarche, enfin votre formulaire sur internet et puis vous remarquez qu'il vous manque un élément, c'est mieux d'avoir quelques jours prévus avant pour anticiper. Il vous faut aussi une bonne connexion parce que le site ERDF est mal foutu. Il est long et il n'enregistre pas vos données. C'est-à-dire dès lors que vous avez un problème, si vous passez trop de temps sur quelque chose, eh ben il va bugger, vous allez devoir tout recommencer, remettre les pièces jointes. Donc il faut avoir du temps, une bonne connexion, un bon café et puis avoir un peu de courage pour commencer ça. Sur les pièces jointes, à nouveau, c'est assez simple, mais ça demande d'avoir sa checklist quand on va sur site pour avoir les bonnes photos et repérer les éléments qu'il faut. Je vous montrerai ensuite à quoi ressemblent justement ces photos. Donc la checklist sur terrain, c'est ce que je vous fournirai là, ce que j'appelle annexe 1. C'est les photos notamment du branchement, des compteurs et une vue globale du bâtiment. Le ciré, alors jusque là on payait 50 € pour avoir un ciré, puisqu'on vous demande un ciré pour cette demande de raccordement. Et très récemment, on s'est rendu compte qu'on avait possibilité d'avoir ça gratuitement. Je vous ai mis le lien vers un CERFA dans lequel, alors Isabelle a fait ça il y a quelques semaines, dans lequel dans le cadre 20, c'était pratique, vous allez inscrire manuellement que vous êtes un établissement sans lien juridique avec des tiers et sans enregistrement au greffe du tribunal de commerce. Alors, pour info, c'est uniquement pour les personnes morales, ce CERFA. Et il faut savoir que c'est quand on n'est pas un vrai établissement, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'agent sur place. Voilà, c'est une installation photovoltaïque, il n'y a pas de boîte aux lettres, il n'y a pas finalement une vraie activité, c'est uniquement les panneaux. Et ça se fait gratuitement. Alors au niveau des délais, je sais pas, par contre, à peu près 15 jours. Voilà, donc 15 jours avant votre... ouais, même peut-être aller et prévoyez un mois votre demande de raccordement, faut faire cette démarche. Les données techniques qu'on va vous demander, elles sont assez restreintes, mais elles peuvent peut-être poser problème. Alors faites appel à votre installateur pour vous dire, par exemple, comment on répartit, parce qu'on vous demande comment se répartissent les phases. On est souvent en triphasé, donc ils vous demander comment la puissance se répartit sur ces phases. Voilà, ces genres de questions, si on est un peu dépourvu, l'installateur sera à même de vous répondre. Et sur ces données techniques, il faut savoir que les modifications mineures sont acceptées, notamment des petits changements de puissance. On passe de 9 à 8.5. On n'a pas, enfin, le dossier est toujours considéré comme complet. Ils vont pas nous demander de refaire une demande de raccordement pour ça. Et enfin, l'attestation de moyens financiers, elle est demandée uniquement pour des projets supérieurs à 9 kW. À nouveau, il vous faut la demander assez rapidement à votre banque et être en mesure de la rassurer. Parce que, enfin, notamment, il y a une petite phrase qui va bien en bas de cette attestation qui dit que, comment dire, l'attestation est, alors j'ai plus la bonne phrase. C'est Voilà, c'est sous condition d'acceptation des conditions du prêt. Voilà, donc on rassure la banque avec ça. Et à nouveau, si vous le souhaitez, je pourrais vous mettre à disposition ce modèle d'attestation de moyens financiers. Un point aussi sur cette attestation, puisqu'on a déjà eu le problème, à nouveau ça montre à quel point ERDF est pas très facilitant sur ces projets. Il nous a embêté sur le fait que notre attestation de moyens financiers, on était, enfin la puissance inscrite n'était pas la même
que sur notre demande de raccordement. Mais ça s'est joué à des décimales. Ils nous ont repris, on était, voilà, c'était 99,7 et dans notre demande de raccordement, on était un peu en dessous. Voilà, c'était quasi peanuts, mais ça a joué et on n'a pas eu notre demande de raccordement. Bon, il y avait d'autres choses, mais ça a joué là-dessus. Le complément d'adresse. Oui, alors on vous demandera une adresse demande de raccordement sur le formulaire. Essayez de laisser du complément pour leur permettre de trouver facilement le bâtiment. Parce qu'on a eu le souci aussi enfin pour une visite de site ou même une mise en service, l'agent ERDF voilà, on avait un créneau, alors en plus c'est des créneaux de 8 à 12 heures, alors il faut être sur place à 8 heures, puis attendre que le gars arrive, et on attend, en plus on n'a pas le numéro de téléphone, on appelle le standard, ils n'ont pas le numéro de téléphone de l'agent, c'est un vrai casse-tête, et en fait le gars ne vient pas, donc notre installateur attend 4 heures que l'agent RDF veuille bien venir, et puis on a finalement des nouvelles de lui quelques jours après, et il n'est pas venu parce qu'il n'a pas trouvé, ou qu'il avait peur de ne pas trouver le bâtiment. Alors il faut savoir que le bâtiment c'est une école, et que c'est dans un village de une centaine d'habitants à peu près, donc il n'y en a pas 40 d'écoles dans ce genre de lieu, mais l'agent, voilà, il s'est dit qu'il allait pas trouver, il n'est pas venu, il nous a pas prévenu, et on perd du temps pour rien. Donc mettez bien un complément d'adresse pour éviter ces courriers, ces agents perdus. Alors au niveau des Adrienne, délais, alors c'est un seul des délais, mais tout à l'heure je vous parlais de sécurisation de tarifs. Pour info, donc pour ceux qui ne savent pas, le tarif d'achat il sera validé dès lors que votre demande de raccordement est complète. Donc si vous recevez, voilà, vous avez finalisé votre dossier à temps, c'est-à-dire avant par exemple le 31 mars pour le trimestre dernier, vous recevez un mail quelques semaines, des fois quelques mois après qui vous dit, non plutôt quelques semaines, qui vous dit votre dossier est incomplet, c'est-à-dire que vous n'avez pas validé votre tarif d'achat du trimestre 1, mais que du coup vous risquez d'avoir le nouveau tarif, le tarif du trimestre 2, du trimestre. Alors, moi j'ai eu le cas sur deux désinstalls pour lesquels j'avais fait des demandes de raccordement au trimestre dernier et j'ai pu les négocier. Voilà, donc ça aussi, des fois, enfin ils sont très embêtants, mais il suffit de faire jouer quelques atouts pour faire passer le dossier. Notamment, moi j'ai eu des dossiers incomplets parce que sur mon plan cadastral, le numéro de la parcelle n'apparaît pas. Sauf que, faut savoir que pour la demande de raccordement, on fournit, déjà, je crois qu'on indique la parcelle, on inscrit dans le formulaire le numéro de la parcelle, et en plus on fournit trois autres documents de cadastre.gouv, et sur mes autres documents, il y avait le numéro de la parcelle. Voilà, ils m'ont embêté pour un numéro manquant sur un des plans. Ça, j'ai pu le négocier, et puis il y avait un autre dossier sur lequel c'était eux qui avaient fait une erreur, donc c'est pas très intéressant, mais ça peut être négocié de temps en temps. Et à Adrienne, partir de... Oui, oui, juste petit point d'ordre, il est bientôt 14 heures, ouais, il te reste 4 slides à passer, je te propose d'accélérer un tout petit peu pour qu'on se garde et on débordera un petit peu du temps, et ceux qui peuvent rester connectés, ben, tant mieux, mais qu'on puisse se garder un petit temps pour les dernières questions après. ok. Euh, et donc après, demande complète de raccordement. Dès lors que le dossier est complet, vous avez 18 mois pour mettre en service. Et ça peut passer assez vite. Alors rapidement, un récapitulatif des pièces à fournir et les sites pour trouver ces pièces. Donc pour PV, vous avez besoin d'un plan de situation, plan de masse. À nouveau, vous allez sur cadastre.gouv. Pour le CABIS, c'est le CABIS de la société. L'autorisation d'urbanisme, c'est la slide que je vous présentais tout à l'heure, donc c'est votre récépissé de dépôt de déclaration préalable. Ce n'est pas l'autorisation d'urbanisme, mais bien le récépissé de dépôt. L'attestation de moyens financiers, on en a parlé tout à l'heure, c'est seulement lorsque l'installation est supérieure à 9.
Le schéma unifilaire, on vous le demandera pour les installations supérieures à 36, mais là ils mettent oui 6 batteries. Et la photo, alors les photos c'est le plus important, et je vais vous les montrer. Il en faut au moins 2. Je vais vous montrer des exemples de photos. Donc là, sur le plan de situation que vous avez tout à gauche, il est bon de montrer là où vous souhaitez que le PDL soit installé, que le point de livraison soit installé. Alors c'est souvent une indication, ils vont l'utiliser, je sais pas d'ailleurs comment ils l'utilisent, ils s'en imprègnent, mais après c'est à eux, on peut négocier aussi. Mais souvent on leur fait quand même des recommandations où est-ce qu'on souhaiterait qu'ils le placent. Et il me semble même qu'en fait dans le formulaire ils vous demandent de le placer. Et puis au niveau des photos, là on a 2 photos. On a une photo du branchement aérien et en bas à droite une photo des compteurs consommation actuels. Je vais passer à ma dernière slide, il me semble, où voilà, là j'ai mis un peu un bric-à-brac de démarches administratives. Sur le montage juridique, alors je vous disais qu'on est en convention d'occupation temporaire avec le bâtiment public. Donc une mise à disposition gratuite avec les arguments qu'on vous a donnés tout à l'heure. Les petits conseils, plus vous en mettez dans ces conventions, plus vous avez, vous aurez d'emmerdements par la suite. Donc moins vous en mettez, mieux vous vous porterez. Les plus dans le contrat. Alors nous, ce qu'on a rajouté assez récemment finalement, c'est éventuellement si la commune peut mettre à disposition un agent technique pour notamment ces histoires de réarmement. Parce qu'aujourd'hui, sur nos installations, nos bénévoles sont plutôt bien placés, mais demain, si on va sur des communes un peu plus éloignées, sur lesquelles on n'a pas encore de bénévoles présents sur place, ça sera un peu plus compliqué de les emmener à 20-30 km. Donc on essaye de demander à la commune de nous mettre à disposition un agent, donc un coup de fil, à qui on pourra passer un coup de fil s'il y a besoin de réarmer. Et ensuite, cette histoire de CERFA dans le cadre d'installation sur des établissements recevant du public. Donc c'est souvent le cas pour les écoles. Et on demande à ce que normalement c'est bien le propriétaire, donc la commune, propriétaire du bâtiment, qui doit faire cette démarche, ou qui doit remplir ce CERFA d'autorisation de modification d'établissement recevant du public. Alors on a eu souvent le cas, en fait la commune n'est pas au courant, ou oublie, ou voilà, tout simplement n'a pas envie, je sais pas. Mais après en fait ça il est important dans le sens où il va déclencher toute une série de visites et d'accords, notamment de la part de la commission de sécurité, euh, qui va vous faire des recommandations, d'ailleurs possibles. Et du coup, s'il n'y a pas ce CERFA, il n'y a pas les recommandations. Donc à la prochaine visite de la commission de sécurité, ils vont vous demander des choses que vous n'aurez pas. Voilà, donc le CERFA ERP finalement c'est important, mais on n'a pas eu plus de soucis que ça par rapport à nos installs où il n'y avait pas de CERFA, mais je conseille quand même de le faire. Ou de mettre la note qui va bien dans la convention. Alors, oui, il y a une histoire d'accès à l'extérieur. Dès lors qu'on est notamment sur des installations où on est, enfin des bâtiments type école, le mieux c'est quand même que vos installations, notamment onduleurs, soient facilement accessibles pour pouvoir faire le contrôle visuel, le moment simple. Oui, alors ce qui est en rouge, ce qui importe c'est la bonne entente avec la commune. Voilà, on se rend compte qu'on n'est pas parfait, mais que dès lors que la commune est rassurée, qu'elle voit qu'on a des expériences, qu'on a déjà de l'expérience, qu'il y a des références, voilà, vous pouvez très bien parler de Combray durable aux communes que vous allez voir en disant, ben il y a des gens qui le font, et il y a des communes qui les ont suivis, permettre peut-être de les rassurer, et je pense que si on faisait tout ce qu'on nous demandait en termes de démarche, notamment cette histoire de RP, on pourrait pas sortir énormément d'installations. Ça nous prendrait beaucoup plus de temps. Des fois, on est un peu borderline. Sur l'assurance,
il faut chercher très vite à rencontrer les assurances, justement. C'est assez difficile à trouver. Nous, on est allé chercher nos Maïf à Aix-en-Provence. Et le petit conseil que je pourrais donner, c'est peut-être d'aller chercher des agences dans le sud de la France qui ont un peu plus d'expérience parce que voilà, il y a plus de gisements, donc plus d'installations, et elles vont peut-être plus facilement vous suivre. Euh, et sur la maintenance, alors à nouveau, je répète que la mise en service, c'est à partir de la mise en service que les ennuis commencent. Essayez d'avoir, comme nous, une installation livrée avec une communication pour pouvoir faire le suivi à distance. Service, être disponible avec l'installateur toute la demi-journée. Voilà, c'est bien de pouvoir être sur place pour suivre ça. Et ensuite, comme je vous le disais, le suivi quotidien de l'installation, donc ça demande beaucoup de disponibilité. Moi, je m'occupe de la semaine et Isabelle s'occupe du week-end. Voilà, et on parlait des limites d'intervention. On est en train, on se pose la question de faire une charte du bénévole pour éviter de rentrer en, comment dire, de contrer un peu la responsabilité de notre installateur. Je sais pas comment le dire exactement, mais voilà, chacun a son métier et nos bénévoles peuvent pas trop passer outre notre installateur, notamment en appelant directement le constructeur. Ça reste du contrôle visuel. Voilà, j'en ai terminé avec ma présentation. Je vous remercie de votre attention. Je m'excuse, il y avait beaucoup de choses, mais voilà, c'est plein de petits conseils. J'espère que ça va pouvoir vous aider. Alors, on va essayer de boucler rapidement via les quelques questions qui ont été posées. Un petit complément d'information sur le suivi d'exploitation. Ce que Combraille Durable font, c'est que c'est eux qui assurent le suivi via la communication des données, via les installations communicantes installées. Après, il existe aussi, mais du coup, c'est à rajouter dans le business model, des services qui font ce suivi à distance pour vous et qui vous préviennent en cas de problème. Mais du coup, ça a un coût mais voilà, après, c'est une histoire de le ratio utilisation de mon temps bénévole ou de mes temps salariés, coût de ce type de service-là. Par exemple, sur les centres villageoises, ils utilisent de plus en plus un service qui est proposé par Espul, qui s'appelle Epice. Euh, alors, tu as évoqué plusieurs fois, Adrienne, une checklist pour l'examen des sites en amont. Est-ce que c'est un document que vous avez formalisé et qui serait communicable? Sinon, moi, je peux mettre à disposition une checklist qui a été faite par Centrale Villageoise aussi sur la partie prospection des toitures. Mais si vous avez un deuxième document, ça peut être utile de l'avoir. Alors, pour rien te cacher, je me suis aussi inspirée de la fiche centrale villageoise pour faire la mienne. Le petit supplément que j'y ai rajouté, c'est la partie quelles sont les photos à prendre, quels sont les éléments à noter pour faire la demande de raccordement. Ce que j'avais pas vu sur la checklist de Centrale Villageoise. Donc au final, j'ai pris la checklist technique de Centrale Villageoise auquel j'y ai rajouté des choses. D'accord. Et tu pourras nous la communiquer du coup? Oui, bien sûr. Ok, super. Euh, alors, pour information pour tout le monde, les modèles de délibération, enfin tous les documents qui ont été évoqués et dont Combraille Durable est OK pour nous les mettre à disposition, nous vous les enverrons avec la présentation qui vient d'être faite, donc le PDF, par mail, puisque quand vous êtes inscrit, vous avez laissé votre mail, donc on fera un envoi groupé de tous ces documents en même temps. D'ici quelques jours. On vous mettra un lien WeTransfer pour que vous alliez le télécharger vous-même. Alors, dans les dernières questions, quelqu'un se demandait si pour un oui, mais tu t'as répondu en partie. Pour un 36 kW, il faut une déclaration préalable. C'est la même chose que pour les 9 kg en fait. Oui. C'est dès lors Très qu'on est bien, sur un bâtiment existant, on a toujours cette déclaration préalable. à faire. Mais pour la demande de raccordement, il me semble que supérieur à 36, est-ce que c'est uniquement le récépissé qui fait foi? Il me le semble pas.
Et Il me donc, il semble faudrait que quoi? supérieur à 36 pour la demande de raccordement, il vous demande uniquement donc le récépissé de dépôt de cette déclaration préalable. Dès lors qu'on passe au-dessus de 36, il me semble qu'il vous demande l'autorisation, l'arrêté de non-opposition. Donc l'autorisation finalement. Il faut prévoir un peu plus de délai quand on est sur une installation supérieure à 36. Et qui délivre cet arrêté de non-autorisation? La mairie, D'accord. dans un délai de 2 mois maximum, il me semble. D'accord. Ok. Quelqu'un posait la question de est-ce qu'il peut y avoir un échéancier de paiement du raccordement? Euh, Il y a apparemment deux échéances, 50% et le solde. D'accord. Et ça, c'est 50%. éventuel. Alors, Isabelle me donne un compliment. 50% à 3 mois et le reste à la réalisation des travaux. D'accord. Et ça, c'est non négociable a priori. Je ne pense pas. C'est pas Très bien. négociable. Donc, à prendre en compte, ça veut dire qu'il faut avoir la trésorerie nécessaire à ce moment-là. Euh, je regarde. J'ai une question qui est quel taux d'emprunt vous avez obtenu auprès du Crédit Agricole, si c'est diffusable. Euh, voilà, à quel taux le Crédit Agricole vous a consenti vos emprunts sur les projets que vous avez menés? 2,4%. 2,4. Oui. J'espère que Sur Jean-Michel a 15 ans, entendu. zéro garantie. Voilà. Ouais. Ok, 2,4% sur 15 ans, zéro garantie. Et 1 an de d'accord. différé. Alors, après, pour vous expliquer dans le détail, je sais pas encore. Alors, on va pas rentrer C'est dans ce ça, oui, niveau de 2,4% si détail. on reste dans le périmètre de la question. Voilà. Et puis, dernière question beaucoup plus large, c'était savoir qui finançait ton poste à Combraille. Est-ce que c'était sur les bénéfices des résultats C'est des ça. projets ou est-ce que Oui. c'est totalement décorrélé, c'est sur des subventions? Non, c'est les bénéfices des installations antérieures. Enfin, nos installations. Donc j'ai Eh intérêt à ben, ce qu'elles bravo. fonctionnent bien. Et à en développer d'autres. Oui. Ok, bah, écoutez, je pense que on va s'arrêter là parce qu'il est 14h07. Vous êtes encore 49 connectés. Merci à tout le monde. Donc pour rappel, l'intégralité de ce webinaire de filmé sera disponible d'ici 3-4 jours sur notre chaîne Vimeo, qui est vimeo.com/énergie partagée. Donc vous pourrez revoir la présentation avec toutes les questions et les réponses en direct. Et la présentation PowerPoint, enfin PDF, plus les différents documents évoqués, vous seront envoyés par mail d'ici quelques jours aussi. Et ben voilà, bonne fin de journée à vous. Il y a du soleil à Paris, je ne sais pas si c'est le cas ailleurs, mais en tout cas, merci à tout le monde et à très bientôt. Ah, pardon, une annonce qu'on m'a transmise. Pour ceux que ça intéresse, le prochain webinaire aura lieu le 12 mai et il traitera de l'autoconsommation à partir de deux projets. Du projet du Soleil du Grand Ouest sur la Biocop de Mélès, enfin la plateforme logistique de Biocop du côté de Rennes, et un autre projet avec la ville de Lorient. Voilà, donc ce sera le 12 mai, projet solaire, autoconsommation. Notez ça dans vos petits carnets. De toute manière, on refera une communication par email et sur le site internet. Merci à tous. Adrienne, je te reprends par Skype dans 2 minutes. Ça marche. À bientôt tout le monde.